Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le triathlon. Le choix. Mes parents étaient de religions et de pays différents, ce qui fait de moi rien de particulier. Mais je leur en suis néanmoins reconnaissant. Ce qu'ils m'ont transmis est bien plus précieux qu'une religion ou une appartenance toute faite. C'est la plus grande richesse dont j'ai jamais hérité. Le plus important est qu'il faut se méfier des certitudes, et que le rationnel doit l'emporter sur l'irrationnel. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, et on continue à le voir hélas de nos jours, à quoi peuvent conduire les comportements irrationnels. Ce n'est pas qu'il faille rejeter toute passion, mais seulement en mettre là où elle est utile, et ne pas la pousser à l'extrême. Le côté positif et créatif de la passion est le rêve. J'ai vécu les 7 premières années de ma vie à la campagne, chez mes grands-parents maternels, à qui mes parents m'avaient confié. Les conditions de vie de ces derniers à cette époque ont sans doute justifié cette solution et je ne leur en ai jamais voulu. Car ceci a été à la base d'un autre aspect essentiel de mon éducation. Mes grands-parents étaient adorables, et leur village creusois était un endroit idyllique pour un jeune garçon. Je leur ai voué un amour profond, que je reporte maintenant sur la campagne et ses gens simples, souvent intègres et pleins de bon sens. Ce nécessaire mélange de raison et de rêve, adossé aux valeurs de la campagne, a sans doute conduit indirectement au choix de ce que je voulais faire dans la vie, c'est-à-dire de la science au service d'une cause. A posteriori, on peut toujours dire que les années ont passé très vite. On dit cela surtout quand il ne s'est rien passé, ou plus exactement rien de particulier et surtout rien de grave. Et pourtant je pourrais parler longuement des belles choses. Les heures passées au jardin, la cueillette des pommes et des champignons, le bruit de la rivière, la glace fragile des ruisseaux et des flaques que l'on brise du bout du pied, les bonds des sauterelles qui jaillissent comme des étincelles de la terre, l'odeur du petit sac de camphre qu'on porte au cou pour éloigner le rhume, le ronronnement du poêle et la chaleur de la bouillotte, les bougies dans le sapin, les châtaignes sur la cuisinière, le sourire de mon grand-père et le ronchonnement un peu forcé de ma grand-mère. S'il y a une quelconque force en moi, elle vient de l'herbe verte et de l'amour de ce vieux couple. Je me souviens aussi de toutes les grandes premières, le premier vélo arrivé de Limoges par l'autobus, les premiers illustrés achetés chez la voisine, la première canne à pêche. J'ai quitté ce paradis en 1960 quand mes parents m'ont récupéré. Mon père travaillait dans une papeterie charentaise. C'était aussi la campagne. L'usine a été pour moi un deuxième terrain de jeu. J'en connaissais toutes les salles, les entrepôts, les toits, les passages. Mon père était ingénieur chimiste. Il dirigeait le laboratoire de l'usine. Il contrôlait la texture unique du papier Bible et du papier à cigarette qui y était fabriqué. Ces papiers extra fins sont très proches, et pas seulement parce que la Bible a fait un tabac. Ce laboratoire me fascinait. Il est sans doute un peu aussi à l'origine de ma vocation scientifique. La maison que nous habitions était grande, et j'avais la chance de disposer en plus de ma chambre d'une autre pièce. Je l'avais baptisée pompeusement laboratoire. À 10 ans ou 11 ans, je ne me souviens plus bien, j'avais reçu à Noël le cadeau le plus extraordinaire qui soit. C'était un coffret en bois contenant un équipement de petit chimiste, quelques éprouvettes, une cornue, une lampe à pétrole, des produits chimiques, un livret d'expérience à réaliser. À cette époque on pouvait faire de l'hydrogène et le faire exploser. Des années plus tard j'ai offert la même chose à mon fils, mais la réglementation sécuritaire en avait expurgé toute surprise, toute magie et donc tout intérêt. À ce coffret j'ajoutais un peu de matériel prêté par mon père, des livres, une collection de pierres et des reptiles conservés dans des bocaux de formol. La science a besoin d'expérience mais aussi d'une systématique. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, ce serait la science et rien d'autre. Je découvris que la vie était devenue facile, pour 2 raisons. Avec une vocation, pas de question. Mes parents étaient très contents de ce choix. Avec une vocation, pas de pression. Si toute certitude est prison, j'étais satisfait d'être enfermé, et de l'avoir fait moi-même. En revanche, je ne savais pas comment arriver à ce but. Il restait à trouver le bon chemin. Étant de la campagne, j'étais naïf et je le suis resté et ne savais pas grand-chose. Mon père était scientifique, mais bien qu'ayant des diplômes français, il ne connaissait pas assez le système pour me conseiller. Le lycée se passa bien.
Je donnais quelques frayeurs à mes parents avec mes difficultés initiales en mathématiques et mon dilettantisme dans les autres matières, mais tout rentra dans l'ordre un jour, comme par miracle, ou plus certainement une fois atteinte la maturité et la concentration nécessaires. Je m'inscrivis à la faculté de médecine. Ce fut sans doute là une des décisions les plus intelligentes que j'ai jamais prises. Que la faculté soit celle de Poitiers, une des plus petites de France, ne me semblait pas avoir d'importance à l'époque. Elle en aurait pourtant plus tard, quand il faudrait la quitter. Mon père mourut brusquement un jour de septembre. Il tomba devant moi, victime d'une crise cardiaque. C'est là que vivre à la campagne présente un inconvénient majeur. Les secours mirent un temps considérable à arriver, et ne purent le réanimer. Il était si heureux que je décide de faire médecine. Il l'aurait été encore plus s'il avait pu me voir en médecin. Quand je dis cela, il est toujours quelqu'un pour me répondre. Mais peut-être te voit-il de là-haut. Peut-être. Mais pour moi le ciel est vide, ciel et cieux qui le veulent pourront toujours me contredire. Mon père n'existe plus que dans ma tête et quand je mourrai, il mourra une deuxième fois. Les études de médecine se passèrent bien. Ma femme y fut pour beaucoup, qui m'aida à surmonter la perte de mon père et les crises d'angoisse qu'elle engendra. La médecine est très vaste et regroupe en réalité de nombreux métiers, très différents les uns des autres. Avec le même diplôme de base, il est possible d'être généraliste, médecin du travail, psychiatre, chirurgien, médecin légiste, radiologue ou chercheur, pour ne prendre que quelques exemples. Il est possible d'exercer à la campagne, à l'hôpital, dans une clinique privée, voire un peu partout dans le monde pour un organisme humanitaire. Mon choix était fait depuis le début. Je voulais être chercheur. Et je voulais lutter contre le cancer. Le défi que représentait cette maladie, pratiquement inconnue et presque toujours mortelle dans les années 70, m'avait séduit. L'enseignement de la cancérologie pendant les études de médecine était minimal. Chaque cancer était étudié dans sa discipline d'organe, le cancer du poumon en pneumologie, celui du rein en urologie et ainsi de suite. Aucun effort de transversalité n'était fait. La cancérologie n'existait pas en tant que discipline. Je ne comprenais pas comment une maladie aussi grave et touchant tous les organes pouvait être mise sur le même plan que les autres. L'ennemi. Quand on veut lutter contre un ennemi, il est essentiel de bien le connaître. Que sait-on du cancer aujourd'hui ? La cancérologie, qui dérive du latin cancer crabe, ou si l'on préfère, l'oncologie, qui dérive du grec onkos, masse, tumeur, est la discipline médicale qui étudie et traite les cancers. Le cancer désigne la maladie ou la tumeur proprement dite, qui dans ce cas est une tumeur maligne. Mais une tumeur peut aussi être bénigne, kyste, verrue, et ne jamais devenir cancéreuse. Lorsque la tumeur maligne se dissémine dans l'organisme et va coloniser d'autres organes, on parle alors de métastase. Le cancer peut toucher tous les organes du corps humain, y compris le système sanguin ou lymphatique, on parle alors de leucémie ou de lymphome. Les cancers sont la première cause de mortalité en France, où 17 personnes meurent chaque heure de cette maladie. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Chaque année, environ 50 000 nouveaux cas de cancer du sein et 57 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués. Les autres cancers très fréquents sont le cancer du côlon et le cancer du poumon. La gravité d'un cancer dépend d'abord de sa localisation. Certains cancers, comme des lymphomes ou le cancer du testicule, sont de bons pronostics. D'autres, comme celui du pancréas, ont généralement une évolution catastrophique. Entre ces deux extrêmes se situe la majorité des cancers dont la gravité dépend de nombreux facteurs. Mais dans tous ces cas, la qualité de l'évaluation initiale et de la prise en charge immédiate influence grandement le pronostic. Elle est évidemment optimale dans un centre possédant des structures adaptées et des équipes spécialisées. Pour certains cancers, un ou plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, comme le tabac pour le cancer du poumon ou l'exposition au soleil pour le mélanome. Mais pour d'autres, ces facteurs, s'ils existent, restent inconnus. Ces dernières années, les progrès dans la prise en charge des cancers ont surtout porté sur la prévention, par la lutte contre le tabagisme par exemple, sur le dépistage, comme celui du cancer de l'utérus par le frottis vaginal, et sur la qualité des soins chirurgicaux et radiologiques. Peu de ces progrès
ont résulté de traitements ciblant directement les mécanismes mis en cause dans le cancer. C'est justement sur ce point que les nouvelles connaissances sur la maladie apportent aujourd'hui un changement radical. Le traitement du cancer va enfin s'attaquer aux bases physiopathologiques de la maladie, à ses causes profondes, et non plus se limiter à ses effets. Chaque organe du corps humain est complexe. Il est constitué d'éléments individuels microscopiques, les cellules. Les globules blancs et les globules rouges sont des cellules qui circulent dans le sang. Les autres cellules sont fixes et accolées les unes aux autres pour former des tissus, qui eux-mêmes assemblés, structurés et nourris par les vaisseaux sanguins, forment des organes dotés de fonctions spécifiques. Par exemple, la glande mammaire est constituée de cellules qui produisent le lait au moment de la lactation. Ces cellules sont organisées en canaux au milieu de cellules graisseuses et de cellules de soutien appelées fibroblastes. Le nombre, la répartition et le rôle des cellules composant un tissu sont strictement définis et ne changent que dans des conditions bien précises pour assurer au moment voulu de nouvelles fonctions, par exemple la croissance, la réparation d'une blessure, la compensation d'un saignement. Dans certains tissus comme le tissu nerveux, les cellules, les neurones sont au repos et ne se multiplient pas. Dans d'autres, comme la moelle osseuse, qui produit les cellules sanguines, les cellules sont au contraire constamment renouvelées. Des cellules appelées cellules souches produisent en permanence l'ensemble des cellules destinées à la circulation sanguine. Pour faire simple, on peut comparer ces cellules souches aux reines des ruches d'abeilles. On parle d'ailleurs souvent de hiérarchie cellulaire, avec au sommet de celle-ci la cellule souche. En dehors des cas particuliers comme le système sanguin, la plupart des tissus ont des cellules souches qui sont mises en activité uniquement en fonction des besoins. Les cellules souches possèdent des mécanismes qui leur permettent de vivre longtemps. Le potentiel médical de ces cellules souches est immense. Elles sont utilisées actuellement par exemple dans des programmes de régénération cellulaire. Dans tous les cas, la multiplication de ces cellules souches ainsi que celle de leurs cellules filles est strictement contrôlée. Hélas, ces contrôles peuvent faillir. Des cellules peuvent être amenées à se multiplier de façon anormale et former une tumeur. Les cellules cancéreuses ne respectent pas leur voisinage et l'architecture de leur tissu. Elles peuvent même s'en échapper et aller coloniser un autre organe que le leur, y formant des métastases. Ces cellules cancéreuses sont le résultat d'une longue évolution vers des propriétés de plus en plus malignes. Les cellules en voie de cancérisation développent plusieurs propriétés qui les rendent aptes à franchir tous les contrôles auxquels sont soumises les cellules normales. Ces contrôles sont de deux types, intrinsèques et extrinsèques. L'intégrité du matériel génétique de chaque cellule normale, son ADN, est en permanence vérifiée par des systèmes de contrôle de qualité et assurée par des systèmes de réparation. Chaque jour, sur le million de milliards de cellules d'un organisme, des millions de cellules se divisent et des milliers d'altérations surviennent. Ces altérations sont en général réparées au fur et à mesure de leur apparition par des systèmes de réparation qui ont fort à faire. En cas de défaut détecté mais ne pouvant être réparé, la cellule est éliminée. Un défaut qui n'est pas repéré et une cellule porteuse d'un défaut qui n'est pas éliminé peuvent représenter le début d'une cancérisation. Par un effet boule de neige, plus ces défauts s'accumulent, plus les systèmes de contrôle et de réparation peuvent être mis en échec. Le nombre de divisions d'une cellule normale est également réglementé. Au bout d'une vingtaine de divisions au cours de sa vie, comptabilisées par une horloge biologique interne, une cellule qui n'est pas une cellule souche est jugée trop vieille, trop à risque d'erreur et doit mourir. Les cellules cancéreuses ont appris à se soustraire à ces systèmes de contrôle intrinsèques, et donc à cette mort programmée. Elles peuvent se diviser indéfiniment, elles sont devenues en quelque sorte immortelles. La cellule cancéreuse s'est aussi affranchie des contrôles extrinsèques, habituellement assurés par les autres cellules. Par ses propres congénères tout d'abord, qui sont collectivement soumises aux règles bien précises de la vie d'un tissu. Mais aussi par les cellules du système immunitaire, qui assurent une surveillance permanente et qui éliminent tout ce qui n'est pas reconnu comme conforme. Les cellules cancéreuses ont développé des mécanismes qui lui permettent à la fois d'ignorer la pression des autres cellules du tissu et de ne pas être reconnues comme étrangères par les cellules immunitaires. Elles sont comme des avions fantômes, indétectables des radars. Enfin, lorsqu'elles sont nombreuses et doivent absolument se procurer des nutriments en abondance,
les cellules cancéreuses sont capables d'attirer vers elles de nouveaux vaisseaux sanguins. Mais toutes ces qualités de championne et de rebelle, acquises et affinées au terme d'un parcours qui dure généralement des années, ne sont que des conséquences. Les causes de ces modifications sont autres. Le cancer est connu depuis l'Antiquité, mais ce n'est qu'au XXe siècle que l'on en pose vraiment les bases scientifiques. Ces bases permettent maintenant de comprendre les mécanismes qui donnent aux cellules cancéreuses la capacité d'échapper au contrôle auquel sont soumises les cellules normales, ou en d'autres termes, de comprendre comment une cellule normale se transforme en cellule cancéreuse. Ces bases sont principalement génétiques. Chaque cellule possède un patrimoine génétique, l'ensemble de son ADN ou génome. La structure de l'ADN a été révélée en avril 1953 par l'Américain James Watson et l'Anglais Francis Crick, qui obtiendront avec Frederick Wilkins le prix Nobel de physiologie et médecine en 1962. La science qui étudie le génome est la génomique. On peut comparer un génome à un gros livre où serait écrite la carte d'identité et la notice d'utilisation de la cellule, cette dernière étant aussi complexe qu'une notice de montage d'un grand magasin suédois. À l'état normal, le matériel génétique de base de chaque cellule d'un individu est le même. Pour que des cellules d'un individu exercent des fonctions différentes et deviennent des cellules avec des fonctions spécifiques, un neurone, un globule blanc, une cellule de la peau, des additions à la notice sont imprimées provisoirement et utilisées durant la vie de la cellule. Mais ces programmes spécialisés ne sont pas transmis de génération en génération. On parle d'épigénétique. Le génome contient d'une part les gènes et d'autre part ce qui les entoure pour assurer leur régulation. Les gènes constituent un code, les mots du livre, qui indiquent à la cellule ce qu'elle doit produire, des protéines, et comment elle doit se comporter de façon correcte si possible. Pour déchiffrer le code, lire les mots, on utilise la technique du séquençage, mise au point pour la première fois par l'Américain Walter Gilbert et l'Anglais Frédéric Sanger, récompensé en 1980 par le prix Nobel de physiologie et médecine. La séquence complète du génome humain, établie séparément par un consortium public international et par la société privée américaine Celera Genomics, a été révélée en avril 2003, exactement un demi-siècle après la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick. Le génome humain comprend un peu moins de 30 000 gènes dispersés dans du matériel génétique, espace, ponctuation, marge, assurant des fonctions régulatrices. Chaque gène est un code unique et précis. Tous les codes sont désormais connus. Avec la génomique, on n'appelle plus un chat mais tous les chats par leur petit nom. À partir de ces codes, la cellule fabrique ses constituants, les protéines. Depuis 2003, de nombreux génomes ont été séquencés afin d'apprécier les différences qui existent entre les individus dans l'espèce humaine, chez Homo sapiens, mais le génome d'Homo neanderthalensis a aussi été séquencé dans les années 2010. Ces variations sont des changements subtils, qui ne modifient pas ou très peu la fonction des cellules. Un changement imprévu dans une cellule donnée peut conduire à un cancer, oncogenèse, s'il altère la fonction d'un gène et que ce gène contrôle une fonction capitale de la cellule. Pour continuer avec l'analogie des mots d'un livre, ce peut être une coquille comme le changement, la perte ou la duplication d'une ou plusieurs lettres, on parle de mutation, rendant un mot illisible ou en changeant le sens. Par exemple, définir qui devient finir, la fonction en est modifiée. Un virus qui s'intègre dans un gène, le détruisant ou le modifiant, peut aussi faire cet effet. Quelques cancers, comme le cancer du col de l'utérus, sont ainsi dus à des virus, mais la plupart des changements sont dus à des mutations spontanées ou qui apparaissent sous l'effet d'agents physico-chimiques externes, radiation, tabac. Les gènes dont l'altération va induire des troubles des fonctions cellulaires vont participer à l'oncogenèse. Leurs mutations ne sont pas réparées parce qu'elles profitent à la cellule ou touchent directement les contrôles de qualité ou de réparation. Ce sont les gènes du cancer. On les regroupe en deux catégories, les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. Certains gènes, qui ne contrôlent pas une fonction capitale de la cellule, peuvent être touchés sans entraîner une conséquence malheureuse. Ces mutations parasites sont dites passagères si on traduit littéralement l'anglais, ou accompagnatrices, parce qu'elles ne sont pas transitoires mais qu'elles accompagnent les mutations causales, que l'on peut par opposition désigner sous le terme de conductrices. Dans les cellules cancéreuses, les altérations accompagnatrices, comme les conductrices,
ne sont pas réparés parce que les systèmes de contrôle et de réparation sont dépassés ou inactivés. Les oncogènes présents dans les cellules malignes ont été découverts en 1976 par Dominique Steenlin, Harold Varmus et Michael Bishop. Les deux Américains recevront le prix Nobel de physiologie et médecine en 1989. Ces chercheurs se rendirent compte qu'un morceau d'ADN humain avait des similitudes avec un morceau d'ADN présent dans le virus du sarcome de Roos, connu depuis longtemps pour induire des tumeurs sarcomateuses chez le poulet. Peyton Roos, qui avait découvert ce virus en 1911, avait obtenu le prix Nobel en 1966. Un oncogène est un gène normal, proto-oncogène, dont la structure ou la quantité a été altérée pour le rendre hyperactif. Cela a deux conséquences. Il devient incontrôlable et il produit une protéine modifiée ou en plus grande quantité, qui agit sur la multiplication de la cellule. La prolifération de cette cellule conduit à une tumeur. Au cours des années 80, les découvertes successives de plusieurs oncogènes, comme les gènes MYC et RA, dans la mesure du possible les petits noms de ces ennemis de l'intérieur devaient avoir 3 lettres, et de leurs altérations, mutations, cassures, duplications, ont fourni les premières explications de l'oncogenèse. Il en est immédiatement résulté une première vague d'enthousiasme. Les responsables désormais connus, il allait être possible d'envisager un traitement rationnel, éliminer ces gènes ou tout au moins les conséquences de leurs altérations, en d'autres termes faire retourner leur activité à la normale ou les réduire au silence. Les oncogènes devenaient des cibles et le traitement un traitement ciblé. En 1987, un chercheur américain, Dennis Slamon, publie une découverte qui va faire la preuve de ce concept. Chaque gène existe dans le génome humain en double exemplaire, ou copie, l'un hérité du père, l'autre hérité de la mère. Slamon montre que, au lieu de 2, plusieurs copies d'un proto-oncogène appelé ERBB2 ou HER2, identifiées quelques années plus tôt, peuvent être observées dans environ un cancer du sein sur 5. Cette augmentation du nombre de copies est connue sous le terme d'amplification génique. L'amplification du gène ERBB2 le transforme en oncogène. L'augmentation du nombre de copies conduit en effet à un excès de sa protéine. Cette protéine, qui se trouve à la surface de la cellule mammaire, participe à la cancérisation. Il s'agit d'une enzyme de type kinase. Slamon va alors consacrer sa recherche à trouver un moyen de contrer cette surproduction de la protéine ERBB2. Il y parvient quelques années plus tard en utilisant un anticorps qui se lie à la protéine oncogénique et empêche son action. L'anticorps, une molécule du type de celle qui lutte contre les agents infectieux, sera aménagé en médicament ciblant directement ERBB2-HER2. Ce médicament, dont le nom générique est le trastuzumab, est commercialisé sous le nom d'Herceptine marque déposée. Il est efficace chez les patientes dont les tumeurs présentent une amplification d'ERBB2. Le traitement des cancers du sein par le trastuzumab est l'archétype des traitements ciblés dans les tumeurs. Un autre traitement ciblé a montré son efficacité, cette fois dans le domaine des leucémies. L'altération par cassure d'une autre kinase, ABL, d'après Abelson, le nom du découvreur du virus de la leucémie murine, est à l'origine d'un type de leucémie appelé leucémie myéloïde chronique. Cette maladie, autrefois systématiquement mortelle après quelques années d'évolution, est désormais traitée efficacement par un médicament dont le nom générique est imatinib, qui bloque l'hyperactivité enzymatique d'ABL. L'imatinib, commercialisé sous le nom de Glivec marque déposée, utilisé chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique pour la première fois à partir de 1999, a fait passer le statut de cette maladie de serial killer à contrôlable. L'hypothèse de départ était donc que les gènes de cancer sont des cibles thérapeutiques potentielles. Les succès de l'imatinib et du trastuzumab fournirent la preuve du concept, la confirmation de cette hypothèse. Ce concept de thérapie ciblée, et les premiers succès obtenus, sont à la base des efforts et des espoirs thérapeutiques actuels. Cependant, plusieurs années se sont écoulées entre la découverte des gènes de cancer et l'utilisation des premiers médicaments capables de les cibler de façon efficace. En effet, pendant très longtemps, force a été de constater que cibler les gènes du cancer était plus facile à dire qu'à faire. Et cela pour au moins 3 raisons.
La première est que les oncogènes ne sont pas les seuls responsables de l'oncogenèse. Une autre catégorie essentielle des gènes de cancer est représentée par les suppresseurs de tumeurs. Si on comparait les oncogènes à des accélérateurs du moteur de la cellule, les suppresseurs de tumeurs en seraient les freins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.